Sa barbe est moins belle que celle du Père Noël, mais son traîneau est plus rapide et sa hotte plus profonde. Quel cadeau nous as-tu apporté aujourd'hui, petit papa Mordilla? J'ai commencé par évoquer quelque chose. Il y a très longtemps, avec des amis, avec Louis-Charles Sirjac, Jean-Marc Fonbonne, Andrew Orr, allez savoir pourquoi, sur France Culture, on nous a confié la tranche horaire 23h minuit, le soir ou la veille de Noël. C'est nous qui avons fait ça. Et on a eu une idée grandiose de faire Noël triste. Noël triste. Ça nous paraissait, enfin les réjouissances de Noël, ça nous paraissait absurde et sans intérêt. Donc nous avons enregistré des histoires de Noël à faire pleurer la France entière. Je me souviens notamment du petit garçon qui est en train de mourir, qui attend de voir le clown Boum Boum, qui n'arrive pas et qui arrive à minuit moins une et qui meurt dans les bras du clown Boum Boum. Tout le monde pleurait. Je ne sais pas si l'émission a été diffusée ou arrêtée directement en direct, puisque c'était des bobineaux et qu'on envoyait des choses, et qu'à l'oreille, comme ça, il m'a semblé que Louis-Charles Sirjac, qui était en studio, avait un peu abusé du vin blanc et qu'il pleurait à l'antenne. Donc nous avons été, en termes polis, remerciés. C'est-à-dire qu'on nous a virés, nous et notre Noël triste. Alors, prenant tous les risques, je recommence aujourd'hui ici à là-bas, je recommence Noël triste. Parce qu'il n'y a pas plus de raison aujourd'hui qu'hier de se réjouir de Noël. Alors, bon, d'accord, c'est Noël, alors je vais quand même faire aussi un sapin avec des cadeaux, mais enfin, le fond est triste et les guirlandes ne sont pas joyeuses parce que la première guirlande, évidemment, à laquelle on pense, c'est même la tristesse, c'est un faible mot, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza et en Cisjordanie, c'est le génocide qui est en cours, qui fait que, soi-disant, il y a un cessez-le-feu, mais tous les jours, nous lisons que les Israéliens bombardent, tuent, assassinent, continuent comme s'il ne s'était rien passé. Donc, il y a là quelque chose d'insupportable. C'est de penser qu'on va se réjouir, faire la fête, etc., alors que ça existe, au fond, pas si loin que ça de chez nous, c'est quand même terrible. Et comme c'est la période des vœux, moi j'ai un vœu à formuler. Je souhaite qu'on puisse réunir un tribunal Russell ou un tribunal de Nuremberg pour juger les criminels de guerre israéliens, pour qu'on juge Netanyahou, Galland, Smotrich, Ben-Gvir, Strouk et tous les généraux qui leur ont obéi le petit doigt sur la couture du pantalon. Alors évidemment, il faut aussi juger, bien sûr, ceux qui ont été leurs plus fidèles soutiens, Trump et les Trumpistes, ça va de soi. En Europe, Madame von der Leyen, qui d'abord s'est aplatie devant Trump et qui ensuite est la grande théoricienne du deux poids, deux mesures. Implacable avec les Russes et extatique devant Netanyahou. Et je n'oublie pas d'ailleurs derrière elle et avec elle tous les néofascistes européens qui sont évidemment des soutiens manifestes de la théocratie israélienne. Alors évidemment, c'est terrible parce que quand on y pense, ce qui se passe à Gaza, si on lit le Lancet, le journal anglais, mais aussi les études de Forensic Architecture qui, en comptant les impacts de bombes, a déterminé que, ça confirmait le Lancet, qu'il y aurait en réalité à Gaza plus de 100 000 morts et beaucoup plus de femmes et d'enfants que toute autre chose. Et Madame von der Leyen et ses amis continuent de faire ça. Et en France, c'est la même chose. On voit, bien entendu, tous les responsables politiques et une partie des médias soutenir Israël à bout de bras, avec toujours les porte-voix classiques sur les chaînes de Bolloré, de Stérin, enfin un peu partout d'ailleurs, des négationnistes, les BHL, Enthoven, Gisbert, toute la clique qui finit toujours par dire ça n'existe pas. Israël, vous pouvez l'accuser de ce que vous voulez. Israël n'est pas coupable de génocide. Parler de génocide me paraît totalement fautif et tout à fait inexact. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait une politique d'éradication totale du peuple palestinien de la part d'Israël. Ça n'est pas vrai. Une guerre
où on avertit les habitants, comme on l'a fait encore aujourd'hui, de se déplacer vers une zone humanitaire plus sûre avant de bombarder un immeuble. C'est pas un génocide. Il y a toujours, je suis désolé, des Palestiniens en Cisjordanie. Un génocide qui commence par l'invasion du pays coupable et qui se termine par la libération des otages n'est pas un génocide. Il y a des Palestiniens aussi qui vivent en Israël et qui vivent d'ailleurs, qui souvent soutiennent la politique du gouvernement. Alors, on peut se dire, très bien, l'histoire jugera, enfin, elle a déjà jugé, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait bien un jour qu'ils rendent des comptes réellement, que leurs bêtises, leur ignominie soient... Et leurs mensonges. Et leurs mensonges soient mis en lumière, comme Forisson, Le Pen, Dieudonné, etc. Enfin, ce négationnisme-là rend encore plus insupportable tout ce qui se passe. Parce que refuser de voir le réel, il n'y a rien de pire. Mais c'est Noël et donc... Dans mon idée de Noël, je voudrais mettre au pied du sapin un certain nombre de petits cadeaux. 3 films à voir à Noël. Le premier, Gaza, d'Émeric Caron, qui est encore disponible sur le site des Mutins de Pangée, qui raconte les massacres au quotidien à Gaza, filmés de l'intérieur, par les gens qui y sont, avec des téléphones, avec tout ce qu'ils ont. قد مهدي قاعد تحت الرنب اخويا وامي لسه تحت الرنب وانا لسه بدي ما اعرفش مين اخويا اخواتي الثلاثه وخالي مش صوبين الا انا طلعت منيح مش عندنا عدا طب ايش عملت كيف انقصفته عارف فجاه نزل صاروخ C'est déconseillé aux âmes sensibles. Ah oui, c'est plus que déconseillé, il faut le voir en 3 fois, tellement c'est insupportable. Enfin, il faut le voir. L'autre film, qui n'est pas plus réjouissant, c'est Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui est un film de Farsi qui filme en direct la vie et la mort d'une photojournaliste palestinienne qui s'appelait Fatma Assona, qui sont en dialogue à travers le téléphone, toujours pareil, avec la visio, etc. On arrive, et elle sera tuée en cours de tournage. C'est terrible. How old are you? I'm 20. I am a photographer. I saw your photos. Here, you can die by bombing or fear. Starvation. Each of our conversations could be the last one. So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle. Now, my biggest dream to have 1 chicken and 1 chocolate. If you are here in my voice, you will hear the sound of airplanes. Every second you walk on the street, you put your hold on your hands and walk. Et puis, le troisième, qui est là aussi un film terrible, qui est La Voix d'In Rajab, réalisé par Katouer Ben Ania, qui décrit une nuit dans un poste de secours du Croissant Rouge, où ils sont en contact téléphonique avec une petite fille qui est dans une voiture qui a été archi-mitraillée par les Israéliens. Elle est la seule survivante, tous sont morts autour d'elle. Et le Croissant Rouge fait tout ce qu'il peut pour répondre à son appel, pour lui envoyer une ambulance et la chercher là. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل هلا انت ومين كنتوا مع بعض كنت اهلي الو نسألنا تفاصيل طواقم الإنقاذ المتاحة. معهم كلهم طلعوا البيت 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوه للبيت. دول كانوا احسن مسعفين عنا انقصفوا.
عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟ هنود. C'est très compliqué parce que pour que l'ambulance arrive, il faut l'accord des Israéliens, il faut l'accord du ministère, il faut l'accord de... Bref, ça prend beaucoup de temps et on entend les échanges téléphoniques qui sont les échanges téléphoniques authentiques avec cette petite fille. Le film est une fiction, mais la voix de la petite fille, c'est la vraie voix de la petite fille qui a été enregistrée par les secours. Oui, c'est la vraie voix. Les secouristes sont joués par des acteurs. Mais enfin, on voit à la fin la photo des vrais, ils se ressemblent, ils sont les mêmes, et je comprends que ceux qui ont vécu ça ne voulaient pas le revivre devant la caméra d'une certaine manière. Alors, bon, on est là, on sait, on craint et on redoute l'inéluctable, et évidemment, l'inéluctable arrive, puisque enfin, l'ambulance arrive, et à 50 mètres de la petite fille, elle est vitrifiée par un tir de roquette israélienne, et la petite fille est mitraillée et tuée. Donc... là, ça, c'est du réel. Ça, les négationnistes faudrait les attacher au siège pour les forcer à voir ça. Alors, dans ce film, on est là, on reste évidemment stupéfait, et il y a le générique de fin. Et là, aux surprises, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que Brad Pitt et Joaquin Phoenix ont mis de l'argent dans le film. Quelle vedette française serait capable d'investir de l'argent dans un tel film ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Sont-ils que des lâches et des salauds juste capables de signer des pétitions pour empêcher la création d'un État palestinien ? C'est ça, les vedettes françaises ? Ou alors, on en a parlé à la base si j'y suis, sont-ils juste capables de participer à des sortes de soirées à la gloire de l'armée israélienne où on gagne des lots en rigolant, en comptant les morts palestiniens ? Grâce à ce jeu concours, on va pouvoir, de manière ludo-éducative, faire passer, non pas des idées de propagande, mais la vérité historique. Donc on compte sur vous. Chaque étape coûte à peu près 5 000 €. Et donc plus on aura de 5 000 €, plus on aura d'étapes. Depuis 1947, la population palestinienne arabe a été multipliée par 2, par 5, par 8, par 15. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. 1,3% des civils gazaouis sont morts. Alors quel est le gagnant ? Arié Danan, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Deuxième, Iris Fischer, on l'applaudit. Troisième, attention. Pascou 64. Qui est Pascou 64 ? Allez, on appelle Pascou 64. Et puis, n'ont-ils plus comme mode d'expression que la calomnie qui fait que vous, moi, tous ceux qui dénonçons le génocide, qui disons qu'Israël pratique évidemment l'apartheid, que c'est un État colonial, etc., nous serions tous des antisémites. C'est ça, les vedettes françaises ? Alors, on a un peu honte et on se dit, c'est quand même un terrible échec à la fois de la profession artistique et puis une sorte de néant de la pensée auquel on est confronté. Et je trouve formidable que deux vedettes américaines, au fond, soient capables de s'investir dans un film comme celui-là. Alors, pour quand même aussi se mettre un peu du côté de l'intelligence, à côté des films, je pense que il y a au moins 3 livres qu'on peut lire et relire avec attention, qui est d'abord le livre de Sylvain Sipel, la réédition de Israël contre les Juifs. Ah oui, à la découverte. À la découverte, où il a fait une très longue préface actualisant ce qui se passe. On peut lire aussi Israël-Gaza, la conscience juive à l'épreuve des massacres d'Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias aux éditions textuelles. Tout est dit dans le titre, hein. La conscience juive face au massacre, ça c'est terrible. Au lien qui libère, il y a aussi Alain Grèche sur la Palestine. Et puis, pardon de me citer, j'ai publié autant qu'il fait des poèmes sur Gaza. Et je pense que la poésie est sans doute une façon de faire entendre autre chose dans des lectures publiques. Je l'ai pratiqué.
soudain, on peut, à travers ça, faire entendre un autre discours que le discours majoritaire dans les médias. Et il faut faire entendre aussi tous les poètes et les poétesses palestiniens. Alors, Noël triste, bien sûr, Noël triste. Alors, deuxième Noël triste, en France, tout simplement, où l'on assiste, cette fois-ci de façon officielle, à l'union des droites. Alors, j'ai radoté pendant un certain temps sur cette question. On se disait, ça y est, Mordilla perd la tête, il dit toujours la même chose. L'union des droites. Eh bien, l'union des droites est maintenant scellée réellement de Macron à Zemmour. Tout le monde est d'accord, ils pensent la même chose politiquement, ils pensent la même chose économiquement, ils pensent la même chose socialement. Et ils se sont trouvés maintenant Nicolas Sarkozy comme phare de la pensée pour porter haut et fort le discours de droite avec, bien entendu, Darmanin, Wauquiez, Retailleau et toute la clique néofasciste. Alors ça, c'est terrible parce que c'est ça qui nous menace vraiment. Cette menace, qui est une menace fasciste sans ambiguïté, fait que la gauche a l'air d'être pour l'instant un peu comme le lapin dans les phares de la voiture. Ils sont paralysés ou ils sont dans des guerres picrocolines qui n'intéressent personne. Et j'ai quand même en mémoire que on a assisté à ce genre de débat entre les leaders des différents partis de gauche à la fête de l'UMA, où ils étaient là à se disputer devant 800 personnes qui hurlaient tous en chœur « Union, union, union ». Je souhaite que cette candidature puisse rassembler le plus large possible et donc il faut discuter programme. Tous, on devrait aujourd'hui discuter de revendications. Qu'est-ce qui nous met d'accord ? Qu'est-ce qui nous met pas d'accord ? Et est-ce que l'unité se base sur autre chose que sur un programme ? Je ne pense pas. Alors, on parle d'unité. Je suis désolée, Sophie, il y avait vraiment quelque chose d'essentiel. Mais on est obligé de faire très court parce que le temps nous rattrape. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils entendent ça ? Parce que c'est pas une blague que la menace néofasciste est tout à fait une menace réelle. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un fantasme, c'est pas une obsession. C'est en route, c'est en marche, justement. Et donc, en bas du sapin, on peut mettre comme livre collaboration de Laurent Mauduit. À l'excellente collaboration de Laurent Mauduit. Formidable à la découverte, qui raconte les rapports incestueux du grand patronat et des néofascistes, et de l'extrême droite et de la droite au complet. On peut mettre aussi, ça c'est un plus petit livre, mais enfin c'est bien à lire aussi, Le temps des salauds de Duc Jalon, qui est publié chez Divergence, et qui débute par une phrase qui, paraît-il, est très connue, que je ne connaissais pas, mais qui dit bien les choses. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue grâce aux cons. Je pense que c'est assez bien dit. Alors, là aussi, on peut voir des films pour élargir notre réflexion, qui n'ont peut-être pas un lien tout à fait direct avec la situation française, et encore que. Parce que je pense au film ukrainien qui s'appelle « Les deux procureurs », qui raconte l'histoire d'un jeune procureur à l'époque du stalinisme qui va d'un seul coup découvrir les conditions épouvantables de détention des opposants et qui sont conduits à la mort, etc. Mais quand on voit ça, on se dit oui, en réalité, le film nous parle d'aujourd'hui, nous parle de ce que sera un État fasciste si ça se met en place par malheur en France, comme c'est en train de se mettre en place, et c'est déjà très actif en Hongrie ou en Tchéquie. Donc, ça permet cette réflexion. C'est ça qui est intéressant. Адвокат, прокурор за местами заключения в Брянске. За порядок. У вас содержится арестованный Степняк Иван Степанович. Спецкорпус. Давай помаринуем его немного. Говорить при посторонних я не буду. Это за что они вас так? Il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé qui est Soundtrack pour un coup d'État, qui est un très long documentaire sur la mort de Patrice Lumumba. Une mort organisée par les États-Unis
avec le soutien extrêmement actif de l'ONU, en personne d'Aya Marshall, qui était le secrétaire général, qui font exécuter Lumumba. Et on se dit, le Chili, le Congo, aujourd'hui Gaza, etc., il n'y a rien de changé sous le soleil. Alors, le documentaire est formidable parce que ça met en parallèle cette histoire de Lumumba au Congo avec toutes les réflexions et les actions des grands jazzmen américains au moment de la lutte pour les droits civiques. Et on découvre par exemple que Dizzy Gillespie était une sorte de leader politique. Mais on voit aussi, bien entendu, Malcolm X, John Coltrane, Louis Armstrong, qui comprend qu'il est entièrement manipulé par l'État pour passer pour le bon nègre qu'on emmène et qu'on promène, quoi. Donc ça, il faut le voir. Me close and hold me fast. We were to go to Elizabethville to attend a concert given by Louis Armstrong. Seated out on the terrace was a man I recognized. He said, well, you have to assassinate Lumumba. But who ordered him? He said, President Eisenhower. Rhythm is my business. Et puis, j'ai dit tout à l'heure beaucoup de mal, et je pense beaucoup de mal des vedettes françaises, des actrices et des acteurs français, et peut-être en général du cinéma français. Il y a une exception à mes yeux, qui est le dossier 317, qui a été réalisé par Dominique Moll. Je trouve que là, c'est vraiment une grande réussite parce que le pari au départ me paraissait intenable de faire un film sur une enquête à l'intérieur de la police, sur des exactions policières, etc. Comment faire pour ne pas faire une sorte soit de critique absolue, négative de tout ce qui se passe dans la police ou au contraire d'en faire l'éloge, de retrouver... Moll réussit un truc absolument parfait entre les deux, avec Léa Drucker qui est remarquable dans le rôle qu'elle joue, elle est très très bien choisie. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de films français de cette intelligence et de cette qualité? Ben, la réponse, elle est peut-être de l'autre côté. Parce que justement, il n'y a que des abrutis et il n'y a que des lâches et des salauds, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Mais bon, je ne veux pas finir sur Noël triste en étant trop triste. Je veux quand même parler aussi de choses plus réjouissantes parce qu'il y a des choses plus réjouissantes. Et je veux ajouter à tout ça 3 livres qui font chaud au cœur. Des choses très, très, très différentes. D'abord, une chose de Christophe Dauphin, qui s'appelle « Pour un soleil de femme », qui est un soleil de femme. De femme, oui. Qui est une anthologie sur les poétesses contemporaines. Alors évidemment, ça ne fera pas la une des journaux. C'est un travail absolument incroyable, de qualité, magistral, parce que ça ne cite pas des poèmes, ça raconte l'histoire de toutes ces femmes et on s'aperçoit à quel point elles ont été engagées non seulement dans la littérature, dans la poésie, mais sur le plan politique, etc. Et c'est très large parce que ça va, j'ai envie de dire, de Thérèse de Lisieux jusqu'à Joyce Mansour, enfin des choses très, très différentes, à chaque fois analysées, présentées. On se dit, quand on reçoit le livre, on se dit, bon, une anthologie, c'est formidable. Et puis d'un seul coup, on se met à lire un bout, puis un autre, et encore un autre, et on ne le lâche pas. C'est un peu la même chose pour le livre de Dan Frank sur le roman des artistes, qui là parle de la révolution de 48, avec le rôle de Hugo, Balzac, etc.,
Le premier, c'était sur les Trois Glorieuses en 1830. Celui-là, c'est de la même eau. C'est réjouissant, incroyablement érudit et drôle, parce qu'on s'aperçoit que les uns et les autres sont des gens très vivants, très engagés, qui ne sont pas simplement des monuments que l'on vénère et tout. Et le livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait chaud au cœur, qui est le livre de Yannick Bosque et de Marc Bélissa, qui s'appelle « Découvrir Saint-Just », et qui me permet de terminer par ma citation préférée de Saint-Just. Il n'y a pas de pire ennemi du peuple que son gouvernement. Salut et fraternité. Joyeux Noël triste, mais joyeux Noël quand même, Gérard, et à l'année prochaine. Donc. À l'année prochaine. Là-bas, si j'y suis.